Absolument. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la formation des animateurs? Parce qu'un programme, et expliquer en fait un peu comment ça se passe, un programme Ouais. en éducation thérapeutique, parce que on a quelquefois le sentiment que c'est quelque chose qui se fait tout seul, comme ça. Non, c'est tout un système, un Ouais. programme qui implique une personne qui va rentrer dans un programme et avec des animateurs. Donc, Absolument. Mm. Alors, oui, ça c'est donc si on va sur ce champ-là, comment ça se fait? Ben, j'ai envie de vous dire, ça s'organise, ça c'est sûr, c'est une grosse organisation. Je pourrais vous décliner, si ça vous intéresse, l'exemple de Curie, de ce qu'on a pu mettre en place dans notre hôpital. Et juste avant, je peux faire un détour sur, en tout cas sur des généralités, c'est-à-dire que si on se questionne de où est-ce qu'on peut trouver de l'ETP en France, on peut trouver de l'éducation thérapeutique dans les structures sanitaires, mais aussi à l'extérieur, dans des associations de patients. On peut trouver de l'ETP à la maison avec des infirmiers libéraux, des professionnels de santé libéraux. On peut trouver de l'ETP beaucoup en visio, puisque avec le Covid, le virage numérique a été vraiment pris et ouais. puis conservé. Aujourd'hui, nous, de l'expérience qu'on a, qui avons tout rendu visio grâce au Covid, on est aujourd'hui, avec le retour à la normale, à 50% visio, 50% présentiel. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça donne à voir quelle est l'importance hein, de ces dispositifs on va dire dématérialisé ou du métaverse, quoi, de l'ETP dans le métaverse, finalement. On peut faire de l'ETP dans une salle très organisée. On peut en faire aussi au lit du patient. C'est possible aussi. N'empêche que tout ça se structure, que ce soit dans une salle ou au lit du patient. Si on se pose la question de ces camps, eh bien, à tout moment du parcours pour le malade chronique et peut-être même pour son entourage, et dans tous les cas, presque la réponse est lorsqu'il y a un besoin en apprentissage. Et donc, charge est au malade ou à la personne aidante d'identifier quel besoin est présent et comment pouvoir y subvenir ou quoi apprendre pour faire face, quoi. Par rapport aux acteurs, c'est pour qui le TP, ça concerne qui? Eh bien, ça concerne les malades atteints de maladies chroniques, selon les textes, et puis les aidants de ces malades-là, tout confondu, hein. Donc, c'est des parents pour les enfants jeunes ou même plus vieux. Ça peut être un conjoint, un ami, la personne de confiance. Et puis, par qui? Ben, je le disais, dans les textes, c'est les professionnels de santé. On peut trouver maintenant les patients partenaires. Et si on décline les professionnels de santé, on a notamment des professionnels comme les pharmaciens ou les médecins traitants qui sont, eux, rémunérés pour leurs actes d'éducation thérapeutique, ce qui n'est pas le cas vraiment des autres. Les autres sont rémunérés au forfait pour une activité, tandis que les pharmaciens d'officine, eux, ont un article qui est l'article 21, qui leur permet d'être rémunérés pour cette activité. Et les médecins traitants, dans certaines pathologies, notamment dans les insuffisances rénales et principalement dans le rein et le diabète, peuvent être rémunérés pour leurs actes d'éducation au cabinet pour les médecins de ville. Eh bien, par qui aussi? Par des gens formés à l'ETP. Alors, qui sont les gens formés à l'ETP? Ce sont des gens qui sont formés, enfin, quelles sont les formations, pardon, sont les formations des 40 heures qui s'appellent comme ça, c'est la formation des 40 heures. C'est une formation qui s'étale sur 6 jours en général et qui est une formation de base. Tous les acteurs de l'ETP ou faisant de l'ETP doivent être formés à ces 40 heures. Les instances comme l'ARS donnent 2 ans au personnel pour se former à l'éducation thérapeutique pour pouvoir être partie prenante d'un programme. Ça veut dire que les gens peuvent commencer à être partie prenante, mais ont 2 ans pour se former à l'éducation thérapeutique pour pouvoir continuer d'y participer. Il y a aussi une formation de 40 heures de coordination
que font donc les personnes qui veulent arriver à mettre en place, et là je rejoins votre question, comment est-ce qu'on met en place les choses? Eh bien, il faut à minima 80 heures de formation. En réalité, avec une formation aux 40 heures, on peut animer un atelier, mais certainement pas bâtir et encore moins coordonner toute une action éducative avec des parcours, des files actives, etc. Mais Il y a justement, également Claire, des formations. juste je Mhm. vous interromps, Claire, parce que Ouais, là, il faudrait donner des exemples, parce qu'en fait, il faut quand même ouais, que les personnes sachent que un patient peut faire cette formation de TP de 40 heures. absolument. Mhm. Et parce que je vois aussi des questions dans le chat en parlant des Mhm. médecins, et en fait que les personnes qui encadrent, c'est pas forcément que des médecins, ça peut être des infirmières, ça peut être. Donc, Mhm. citez-nous quand même, expliquez-nous quel est le profil en fait de Mhm. ces personnes qui rentrent, qui animent ces programmes de TP. Ok. Je termine juste sur les typologies de Oui, formation. Il existe aussi des DU, des diplômes universitaires, et notamment pour les patients à l'Université des patients, Catherine Tourette-Turgis en a énormément développé. Et puis, il existe aussi des masters dans lesquels les patients peuvent aussi rentrer, des masters d'éducation thérapeutique du patient. Alors oui, les gens qui pratiquent le TP, je fais volontairement une ellipse parce que je fais un détour sur le TP en général et donc je ne peux pas engager la France entière dans ce que je vais vous dire après parce que c'est des forts partis pris. Mais à l'Institut Curie, puisque vous me faites sauter la barrière, on a monté tout un dispositif avec une unité transversale d'éducation thérapeutique du patient, qui est en réalité une structure qui porte l'action d'éducation thérapeutique au sein de l'Institut Curie. Et on a un parti pris fort d'engager tout le monde dans ce dispositif et cette activité. Et quand je dis tout le monde, c'est qu'on engage des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, au même titre que des patients qui sont des patients partenaires. Donc en fait, on a des patients partenaires, mais on a aussi des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé. Par exemple, des assistantes médicales, par exemple, des conseillers en génétique, par exemple, des animateurs d'activités physiques adaptées, par exemple, une danse thérapeute. Voilà, des choses, des gens qui étayent le projet, qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettent de favoriser ou plutôt de déployer des ateliers oui, des ateliers avec des ancrages dont les patients ont besoin, qui dépassent les bornes du médico-centré, qui dépassent les bornes de l'hôpital, en fait. Et ça c'est un parti pris de la part de notre UTEP, en réalité. Et c'est très intéressant parce que par rapport à l'ancrage humaniste dont on parlait tout à l'heure, le fait d'animer une formation avec à l'intérieur des personnes qui ne sont pas que des professionnels de santé, mais bien d'un champ multidisciplinaire, pour le coup, euh, ça permet de rétablir dès la formation une sorte de champ d'égalité entre les professionnels, car la hiérarchie qui existe chez les professionnels de santé est gommée et disparaît, puisqu'il y a tout type de professionnels variés. J'ai des questions dans le Pour chat répondre à... sur les frais. Quelle institution de santé finance les ateliers de TP? Est-ce qu'il y a Oui, des frais pour les patients sans prescription médicale? est-ce qu'il y a pardon, Les frais, est-ce que c'est des payant? frais? Alors, lorsque le TP est déployé, on va dire dans les structures, donc je vous avais dit, ouais, dans les structures sanitaires, donc que ce soit, alors quand c'est dans les hôpitaux ou bien des associations voilà, qui sont structurées et qui sont reconnues d'utilité publique, etc., alors l'éducation thérapeutique peut être financée par les agences régionales de santé via une enveloppe globale qui est donnée chaque année et qui est redistribuée en fonction des besoins du terrain. Donc ça peut être, il y a un financement de cet ordre-là, ça s'appelle une FIR, et ces financements-là sont donnés à condition d'être des structures et de déposer des demandes, des demandes de programme.
Et donc, c'est par ce biais-là qu'on arrive à structurer l'éducation thérapeutique dans les établissements, que ce soit associatif ou les institutions comme les hôpitaux. On écrit un programme, on le structure, on a du personnel, on a une structuration, une activité, et alors qu'on structure ce programme et qu'on le met en place, on le déclare au niveau des ARS, et les ARS peuvent nous financer ce programme-là. Donc Il les, faut Ils savoir qu'en acceptent. France, Acceptent. hmm, donc les Donc là, patients n'ont s'ils rien à acceptent, penser. non. Oui, ce n'est pas une obligation. Il y a plein de programmes qui sont en cours et qui fonctionnent et qui ne sont pas financés par l'ARS et qui sont, voilà, qui sont déployés ingénieusement par les soignants à moyens constants. Vous pouvez trouver plein de modèles comme ça, quoi. Mm. Une autre question sur la sélection des patients partenaires. Oui. Comment sont sélectionnés les patients partenaires? Alors, les patients partenaires, ben, ça dépend parce qu'il y a un point que je ne vous ai pas abordé, mais ça prend quelle forme l'ETP? Ben, l'ETP, c'est toujours une forme hyper variable, c'est-à-dire que on est tous en train d'essayer, si vous voulez, d'adapter au terrain ce que la loi nous impose de faire. Autrement dit, là, on doit mettre en place des dispositifs d'éducation thérapeutique et nous sommes voilà, nous sommes dans une organisation avec des contraintes et chacun essaye de développer les solutions les meilleures avec les contraintes qui sont les siennes, d'accord? Donc, par rapport aux patients partenaires, les réflexions sont diverses. Nous, à l'Institut Curie, on a pris le parti de sélectionner des gens ou de prendre comme patients partenaires des personnes qui ne sont pas suivies à l'Institut Curie, majoritairement, car nous faisons le postulat que lorsque les gens sont suivis dans une institution et qui s'y engagent en tant que patients partenaires, ils deviennent en fait collègues de travail. Et du coup, au moment où il y a besoin de retrouver un référent thérapeutique, un référent clinique pour l'accompagnement dans les soins, c'est compliqué de se retrouver en consultation avec son collègue de travail. Admettons que le patient anime un atelier avec un médecin ou avec une infirmière, et puis que pour ses soins, il ait besoin d'être accompagné plus tard par ce médecin ou cette infirmière, c'est quelque chose qui brise le lien thérapeutique et brise le lien de l'accompagnement. Et ça met donc en danger la relation thérapeutique, le patient et le professionnel de santé. Donc nous, on prend le parti d'être avec des personnes qui sont soit sorties complètement de la maladie, soit qui ne sont pas suivis à l'Institut Curie. Le deuxième critère, c'est que ce soit des gens qui aient eu une formation, à minima un DU chez nous. Alors, ça peut être 40 heures, mais on demande à ce qu'il y ait eu un certain recul sur son histoire, de manière à vraiment prendre conscience qu'au fond, le rôle attendu, le rôle joué par les patients partenaires, c'est de comprendre au fond quel a été ce vécu pour moi de cette maladie, de ce parcours, de cette identité qui s'est imposée à moi à cause de la maladie. Comment ce vécu-là, je le comprends, je le regarde, je l'entends. Comment est-ce que je peux le transformer en concept, puis en compétence pour le dire et pouvoir comprendre que ça peut être transmis et utile à d'autres. Et ce processus-là, qui est finalement un processus didactique sur soi-même, il doit être fait en amont pour éviter le submergement, pour pouvoir faire face à certaines situations, pour ne pas être en danger, en fait, dans la collaboration qu'on a avec les équipes et puis d'autres patients. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.